Michel Tedoldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes un enquêteur, un documentariste, comme on dit dans le monde de l'audiovisuel, et vous êtes invité ce matin pour un livre, mais à couper le souffle, qui s'appelle Un pacte avec le diable, et qui raconte comment la France, elle aussi, a recyclé, après la Seconde Guerre mondiale, des savants, des techniciens, des ingénieurs issus du nazisme. Alors, on le savait pour les Américains, on s'en doutait pour d'autres, on pensait bien que quelques-uns étaient venus en France, mais vous révélez la quantité et la qualité de ces transfuges. Commençons par la quantité. À la fin, vous tentez une estimation, vous dites que pour certains historiens, on peut aller jusqu'à 6772 recrues. C'est votre conviction? C'est moins? C'est plus? Moi, je pense que, si vous voulez, on est entre 1000 et à peu près 7000. Donc c'est comme dans les manifestations, on additionne les deux et on divise par deux. Et donc on arrive à 4000 à peu près. Je pense qu'on est autour de 4000 scientifiques recrutés. 4000 scientifiques, ce qui est quand même pas mal quand on sait qu'après la guerre en 45-48 en Allemagne, faisaient leur marché toutes les grandes puissances, notamment les Américains qui pouvaient attirer avec beaucoup d'argent. Alors, contrairement à ce qu'on croit, les mieux-disants étaient les Français. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est eux qui proposaient les meilleures conditions pour être embauchés. Par exemple, les Américains n'acceptaient pas... Enfin, quand ils recrutaient simplement la personne et pas sa famille. Les Français recrutaient et la personne et la famille pouvaient venir. Les Anglais refusaient que les ingénieurs recrutés se déplacent en Angleterre. Les Français leur laissaient la totale liberté de déplacement pour revenir en Allemagne, faire absolument ce qu'ils voulaient. C'est pas sans conséquence parfois, parce que certains viennent dans le 16e arrondissement de Paris, pas loin des lieux où on a torturé, la population s'émeut. À Decize, donc en province, là aussi on installe des ingénieurs, ça râle un petit peu quand même. Ça réagit un petit peu, mais comme c'était, si vous voulez, un consensus politique général, à Decize par exemple, qui était un endroit où les communistes étaient relativement implantés, où il y avait des maquis, on a envoyé Jacques Duclos, qui, au cours d'une intervention, a expliqué doctement à la population que ceux qui étaient contre les Allemands étaient des collaborateurs. On est quand même en 1946, c'est un peu dur à avaler. C'est un renversement complet. Les communistes sont à l'œuvre, parce que vous citez Duclos, mais par exemple, Charles Tillon, Marcel Paul, au gouvernement, à la Libération, mettent en œuvre cela. Et c'est Frédéric Joliot-Curie qui aussi organise cette chasse aux nazis pour les rapatrier. Absolument. Mais on est dans une période politiquement où un roman se met en place, moi je pense que c'est le roman national, un discours se met en place où il faut absolument expliquer que la France s'est relevée toute seule et que cette unanimité de discours oblige à maquiller ou en tout cas à masquer ce qui va se passer parallèlement, c'est-à-dire ce recrutement. C'est pour ça qu'il est totalement mis sous le boisseau et que personne n'en entend parler. Et les communistes veulent être les acteurs de ce redressement industriel, quitte à blanchir des nazis. Tout à fait. Surtout, Marcel Paul a été déporté. Enfin, c'est quelque chose de très complexe à analyser. C'est-à-dire comment on peut embaucher et faire dérouler un tapis rouge à ses propres bourreaux. Il y a un argument qui est mis en avant parfois, c'est « ils ont détruit la France, ils vont nous aider à la rebâtir ». Oui, peut-être. Une sorte de prise de guerre, de dédommagement. Mais alors assumons-le en tant que tel et disons, voilà, c'est une prise de guerre, donc on les embauche pour qu'ils viennent reconstruire ce qu'ils ont détruit, mais on l'assume. Et c'était pas assumé. Alors il y a un autre argument qui est peut-être plutôt un argument de gaulliste, c'est de dire, si on les laisse en Allemagne, ils peuvent aider l'Allemagne à se redresser un peu trop vite et à réarmer l'Allemagne. Non, mais ça, c'est pas un argument. Parce que c'est un habillage. Oui, parce que les lois étaient telles à la Libération que de toute façon, il était impossible qu'une quelconque industrie d'armement ou d'aviation se recrée en Allemagne. Les Alliés avaient avaient organisé une impossibilité de reconstruction de l'Allemagne, en tout cas à ce niveau-là. On croit savoir à ce moment-là que les Allemands, les nazis étaient tout près d'avoir la bombe atomique. Ça a joué aussi l'idée de récupérer des savants qui auraient dû donner la bombe à Hitler. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, parce que ça, c'était un fantasme des Américains. C'est-à-dire que les Américains étaient convaincus que les nazis étaient à deux doigts d'avoir la bombe atomique. Or, et même Joliot-Curie le savait, parce qu'il avait des rapports avec certains scientifiques allemands, or les Allemands étaient très loin d'avoir la bombe atomique. Ce ne sont pas les propres savants allemands qui ont freiné de leur chef pour éviter à leur régime d'avoir la bombe. C'est un peu ce qu'on nous a raconté. Non, ça c'est ce que raconte... c'est toute la mythologie qu'il y a autour de... Je vais prendre un autre exemple.
on a expliqué que l'industrie aéronautique française a saboté beaucoup pendant la guerre pour ne pas produire pour les Allemands, ce qui est complètement faux. La productivité a été augmentée de, je crois, 80% en France sur la fabrication d'avions ou de moteurs qui étaient dédiés à l'Allemagne nazie. Donc, il faut arrêter ce discours résistentialiste qui est encore très présent et qui en réalité ne recouvre aucune vérité. Il s'agissait de redresser la fierté nationale et de réconcilier, c'est aussi pour ça. On va dire ça. Alors regardons un peu dans le détail certains de vos clients, si j'ose dire. Il y a un nom qui saute aux yeux parce qu'on connaît tous ce nom-là, c'est Porsche. Ferdinand Porsche, si proche d'Hitler avant la guerre, il lui faisait même des cadeaux à son anniversaire. Eh ben, il vient en France faire des voitures. Non, il vient comme consultant, faire des voitures, il vient comme consultant auprès de Renault, à propos de la 4 chevaux. Donc ils le font venir et alors il y a des luttes internes ensuite parce que il y a des luttes internes. Il reste 2 ans en France et puis après il part de France. Il est emprisonné et il y a un fasciste italien connu qui paye sa rançon et il est libéré. Mais la participation de Porsche, si vous voulez, elle est assez ponctuelle. Il y a quelqu'un qui est très intéressant dans cette histoire, c'est Otto Ambros. Ah, Otto Ambros. Alors lui, c'est un chimiste. C'est le chimiste. Alors, et on lui fait faire quoi? On le recrute pourquoi? Alors, Otto Ambros, c'est quand même le type qui s'est occupé de la mise en place du diplômé à Auschwitz. Hein. Faut déjà. Donc c'est un chimiste, de sinistre mémoire. Il a un CV. Oui. Voilà. Et en même temps, à l'époque, il travaillait avec les Français dans une entreprise chimique qui était la première entreprise française où il y avait des capitaux allemands à 51% et il était le consultant allemand de l'entreprise. Qui fabriquait des couleurs. Enfin Francolor ça s'appelait, qui fabriquait des couleurs, des produits chimiques, etc. Et à la Libération, chacun sait que l'épuration en France a tenu plus du gag que du réel, sauf pour les femmes, tondues. Mais sinon, à la Libération, on a renvoyé le directeur de Francolor. On a laissé son frère et on a nommé un administrateur qui n'y connaissait rien du tout. Et donc, comme on avait sous la main Otto Ambros, on s'est resservi d'Otto Ambros pour gérer pendant un certain temps l'entreprise Francolor. Plutôt un nazi qu'un collabo, quoi. Voilà. C'est à peu près Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que l'impératif industriel l'emportait sur tout. On mettait la morale sous le tapis. Surtout. Voilà. Mais tous les Alliés ont fait comme ça. Et les Français, dans une petite phrase, ont dit... il ne faudra pas recruter de gens impliqués avec l'Allemagne nazie, sauf dans des conditions exceptionnelles. Et les conditions exceptionnelles ont ouvert la porte à tout le monde. Le fait que l'Union soviétique monte aussi à ce moment-là, qu'on rentre dans la guerre froide, ça a joué aussi? Je pense. Fallait aller vite. Je pense, mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un énorme marché, une énorme disponibilité de produits et de gens, et que tout le monde s'est battu pour se les arracher sans se poser la question de quel était leur passé. Parce que le problème, c'est quand même le passé de ces gens-là. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces gens, ces scientifiques étaient les chouchous du régime nazi. C'était les gens qu'on bichonnait, qu'on protégeait, parce ils pensaient qu'ils étaient l'avenir et qu'ils auraient pu permettre de gagner la guerre grâce aux armes qu'ils ont mis en place. Et est-ce que ces scientifiques étaient proches du parti nazi par intérêt, pour avoir des crédits, ou est-ce qu'ils étaient complètement convaincus? Moi, je pense, mais c'est complètement logique, qu'ils étaient convaincus. Bringer a adhéré en 1932 au NSDAP, c'est-à-dire même avant qu'Hitler... Devant cet appel, oui. Oestrich était un proche d'Hitler. Porsche, Ambros, tous ces gens-là étaient... je pense qu'il y avait une convergence idéologique. Alors, vous avez cité son nom. Lui, c'est un gros poisson, Hermann Oestrich. Hermann Oestrich, on lui remet la Légion d'honneur en France en 62. Ouais. Pourquoi? Pour service rendu à la patrie. Et ce service, c'est quoi? Alors, l'histoire d'Oestrich, donc, elle est assez intéressante. On est en 44. Enfin, je recontextualise un peu. On est en 44, 45. On arrive à piquer aux Américains Oestrich, qui est le type qui a mis au point
le moteur à réaction du Messerschmitt, donc le premier avion à réaction, sur une commande personnelle d'Hitler. D'un autre côté, on a Dassault qui sort du camp de concentration, qui fonce voir Marcel Paul et qui lui demande de refinancer son entreprise. Il refinance, il y a eu des milliards de dépensés à l'époque pour relancer les produits français, et donc il fabrique que des fers à repasser, c'est-à-dire des avions qui sont totalement nuls. Là-dessus, il tombe sur une série de plans et de caisses qu'on avait récupérés en Allemagne sur ce qu'on appelle des ailes en flèche, qui était un progrès technologique, je ne peux pas vous l'expliquer, mais qui était visiblement un progrès technologique. Donc, il commence à travailler sur les ailes en flèche. En même temps, Oestrich commence à travailler sur le moteur à réaction, et il y a une rencontre entre Oestrich et Dassault qui fait que les deux vont travailler ensemble pendant des dizaines d'années et mettre au point tous les avions. Donc le Mirage, c'est aussi un ancien nazi. Ah bah oui, le Mirage. Et ça, c'est gommé, évidemment, de l'histoire officielle. Oui, ça, oui. Et le type avait, enfin, Oestrich, qui était un roublard un roublard fantastique, a réussi à négocier, c'est un des seuls, 5% sur la vente de chacun des réacteurs. Il a fabriqué 5000 réacteurs. Donc il s'est retrouvé à la tête d'une fortune colossal. Heinz Bringer, alors lui, il venait du côté des V2, donc oui. Là aussi les moteurs de fusée. Il est le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père de la fusée Ariane. Ah, il est le responsable du moteur Viking qui, jusqu'à la fusée Ariane 4 ou Ariane 5, a équipé tous les vols. Donc c'est vraiment lui qui a créé le moteur de la fusée Ariane. Il a une rue à son nom dans un village, et c'est un nazi patenté. Ah bah c'était... Moi, j'ai vu une interview de Bringer, il y a quelques traces d'interview, une interview vidéo, où il expliquait doctement à des historiens qui étaient là, et qui n'avaient pas réagi d'ailleurs, que les déportés à Dora auraient pu vivre centenaires. Exactement, ils auraient pu vivre centenaires tellement ils étaient bien traités, alors que c'est les déportés qui, dans les usines souterraines, ont construit le V2 et sont morts par dizaines de milliers. Absolument. Et surtout, ce qui est intéressant, à la sortie du livre, j'ai reçu là un mail d'un lecteur qui habite Vernon, et qui me dit, donc merci pour votre livre, je passe les détails, et en ce moment est organisée une exposition à la gloire de Bringer. Et lui m'explique que quand même il a un peu mauvaise, parce que son grand-père est mort dans les tunnels de Dora. L'amnésie est collective et elle continue parce que votre livre, on n'en parle pas assez, notamment dans les médias. Donc à vous, auditeurs, d'en faire la publicité. Michel Tedoldi, Un pacte avec le diable, c'est chez Albin Michel et c'est un grand moment de vérité sur notre histoire. Merci. Merci. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.